Monsieur le Président, Madame, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter, de soumettre à votre appréciation mes travaux de recherche qui ont débuté durant l'année universitaire 2011-2012. À cette époque, la Polynésie française faisait face à une crise de l'emploi salarié, une baisse massive qui avait déjà démarré courant 2007. Cette chute vertigineuse de l'emploi salarié m'a interrogé et m'a demandé s'il pouvait s'agir d'une simple baisse conjoncturelle liée à la crise économique ou au contraire, si cette baisse de l'emploi salarié pouvait constituer un phénomène beaucoup plus profond, beaucoup plus durable. En effet, en 6 ans, 7728 emplois salariés ont disparu en Polynésie française, ce qui représente une baisse de plus de 11%. Mais dans le même temps, il y a eu la création de plus de 2500 emplois de travailleurs non salariés, que l'on désigne ici sous le terme de patentés, et qui seraient pour certains d'entre eux des faux patentés, ce qui inévitablement nous amène à nous intéresser à la frontière entre le travail salarié et le travail indépendant. Alors que la métropole a connu durant la même période une augmentation du chômage et que, également en métropole, on distingue le travail salarié du travail non salarié, il pourrait paraître assez incongru d'avoir choisi d'intituler ma thèse « La spécificité de la relation de travail subordonnée en Polynésie française, analyse quantitative et qualitative de la jurisprudence sociale ». Mais afin de vous démontrer cette spécificité et donc la pertinence du choix de mon sujet, je vais vous présenter dans une première partie l'origine et l'originalité de mes travaux de recherche, puis, dans une deuxième partie, les apports ainsi que les limites de mes travaux. 2 hypothèses peuvent expliquer l'augmentation du nombre de travailleurs salariés et l'augmentation du nombre de travailleurs non salariés et la baisse du nombre de travailleurs salariés. La première serait l'inadaptation d'un système juridique importé. Le droit du travail est au cœur d'un véritable paradoxe. Il y a eu initialement une volonté assimilatrice au moment de la rédaction du nouveau code, qui date du 17 juillet 1986. À l'époque, la Polynésie française avait fonctionné avec un code du travail qui datait d'une loi du 15 décembre 1952. Et ce code était spécifique aux collectivités d'outre-mer. Au moment des discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat pour l'élaboration de la loi qui a formé le nouveau code du travail, loi du 17 juillet 1986, le secrétaire d'État auprès du ministre des départements d'outre-mer, chargé des problèmes du Pacifique Sud, M. Gaston Floss, a déclaré, et je le cite, « La législation sociale, et notamment le droit du travail, applicable dans les terres sur lesquelles flotte le drapeau français, constitue une référence, voire un modèle pour les autres nations. » Cette intervention fait écho à la citation du professeur Norbert Rouland qui nous dit que les codes sont aussi des drapeaux. En cela, notre code du travail qui régit la relation de travail subordonnée n'a donc rien de spécifique, puisqu'il est issu des lois qui ont été votées dans les années 1982, les lois Auroux. Et pourtant, notre code se distingue. Il se distingue notamment dans des domaines qui sont très importants pour les travailleurs salariés, les horaires de travail. Ça n'a échappé à personne qu'en Polynésie française, l'horaire de travail effectif était fixé à 39 heures, là où il est fixé à 35 heures en métropole. De la même manière, on peut constater que le dialogue social est encadré d'une manière très différente qu'en métropole. Il n'y a pas d'obligation de négociation salariale annuelle. Actuellement, un cycle de négociation a débuté sous l'égide de la direction du travail, et le directeur du travail, d'ailleurs, qui m'avait fait l'honneur d'être présent ce matin, ne peut pas être présent puisqu'il préside justement ces négociations, mais ces négociations ne sont pas obligatoires. De la même manière, autre spécificité qui marque la relation de travail en Polynésie, c'est que les règles en matière de licenciement économique sont beaucoup plus
simplifiées qu'elles le sont en métropole. Mais la véritable distinction, elle apparaît à mon sens par l'inapplication d'une convention internationale du travail qui est très importante, c'est la Convention internationale de 1934 qui indemnise les personnes qui ont involontairement perdu leur emploi. Ce qui m'amène à formuler ma deuxième hypothèse. À partir du moment où on considère que, comme Alain Supiot nous l'a parfaitement expliqué, que les termes de l'échange fondateur du statut salarial, subordination, contre-sécurité, ne sont pas respectés, et là on voit bien que l'absence d'indemnisation du chômage apporte une protection bien moindre pour les salariés polynésiens que leurs homologues en métropole, on peut se mettre à douter de l'intérêt de rechercher le statut salarié. Il n'y aurait donc pas assez d'avantages à tirer de ce statut. Et on peut d'ailleurs appuyer cette constatation par le fait qu'en fin de carrière, en Polynésie, que vous ayez travaillé en tant que salarié ou en tant que non-salarié, à l'âge de 60 ans, vous bénéficierez d'un minimum vieillesse fixé à 80 000 francs pacifiques, soit 670 €. On voit donc très bien quels sont les enjeux qui entourent la détermination de la frontière entre le travail subordonné et le travail indépendant. D'autant que l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties. Les parties peuvent effectivement conclure un contrat de prestation de service entre elles. C'est au juge qu'il appartient de décider si effectivement il s'agit d'un contrat de prestation ou au contraire s'il s'agit d'un contrat de travail. Et pour ce faire, le juge regardera les faits, les situations de fait. Donc, pour étudier la relation de travail subordonnée, il faut, et c'est indispensable, étudier la jurisprudence du tribunal du travail et celle de la chambre sociale de la cour d'appel. Cette étude de la jurisprudence, j'ai pu la démarrer parce qu'en 2002, alors que j'exerçais des fonctions de secrétaire général d'une organisation professionnelle, j'ai commencé à recevoir, à la demande de cette organisation, les jugements du tribunal du travail et je les ai classés dans un simple tableau Excel avec le numéro de rôle de la décision, la date, les faits et les motifs les plus importants. À partir de 2009, ce simple tableau Excel s'est transformé en base de jurisprudence. Cette base de jurisprudence, elle contient à ce jour plus de 1200 thèmes et 5000 décisions. Ils sont classés. Et c'est en préparant une formation pour le compte de l'université, pour la formation professionnelle continue, que j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Alain Chirez, qui est devenu mon directeur de thèse. Et en découvrant cette base, il m'a proposé de faire une thèse en droit du travail. Et je l'en remercie. Car en réalité, très peu d'études ont été consacrées au droit du travail en Polynésie. J'ai répertorié 2 thèses, dont une qui a été rédigée par la grande spécialiste du droit du travail, Solange Drolet. Et je lui rends hommage ce matin. Malgré cette absence d'intérêt, il est pourtant très important de qualifier la relation de travail. Et cette opération de qualification, elle met en œuvre une mécanique assez complexe qui emploie un faisceau de critères. Ce faisceau de critères, il est soumis à l'appréciation des juridictions sociales. C'est très important de qualifier la relation de travail parce que ça donne accès à des droits qui sont, lorsqu'on est salarié, beaucoup plus favorables que lorsqu'on est non salarié. À titre d'exemple, lorsque un travailleur non salarié se trouve en arrêt de travail, il va bénéficier d'indemnités journalières, mais uniquement à partir du 15e jour d'arrêt, là où le salarié bénéficiera des indemnités journalières à partir du 3e jour, et l'employeur devra maintenir son salaire du 1er au 3e jour. Donc on voit bien la différence entre le statut salarié et le statut de travailleur indépendant. Comme il appartient à la jurisprudence de définir le contrat de travail, nous avons donc la Cour de cassation qui a défini le contrat comme une relation entre une personne qui s'engage à fournir un travail, le salarié, qui se met donc à la disposition d'un employeur sous sa subordination et bien sûr contre une rémunération.
Et il manque un élément, c'est l'élément relatif à l'obligation pour l'employeur de fournir bien sûr un travail. La définition du contrat de travail est donc une œuvre jurisprudentielle. C'est la raison pour laquelle j'ai donc étudié sur la période 2006-2015 l'ensemble des décisions qui ont été rendues par les juridictions polynésiennes, 3162 jugements du tribunal du travail, 716 arrêts de la cour d'appel de Papeete. De l'ensemble de ces décisions, j'en ai extrait 230 qui sont en lien direct avec mon sujet et qui permettent de qualifier l'existence d'un contrat de travail. 167 jugements, 60 arrêts de la cour d'appel et 3 arrêts de la cour de cassation. Il ressort de l'analyse de ces décisions, que j'ai mis dans un tableau Excel pour pouvoir en tirer des graphiques, ce qui apparaissent d'ailleurs dans mon manuscrit, qu'en moyenne, le taux d'appel est de 21% pour l'ensemble des affaires, alors que pour les affaires qui concernent exclusivement la qualification du contrat de travail et l'appréciation de l'existence d'un lien de subordination, le taux d'appel est de 56%. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement l'intérêt, l'importance pour les demandeurs de venir saisir le tribunal pour obtenir une qualification. Et cet intérêt ne se dément pas au fil des années, puisqu'on constate une augmentation régulière du nombre de demandes formées devant les tribunaux au fil du temps. Et pourtant, la majorité des demandes échouent. Effectivement, 134 décisions ont rejeté la demande formulée par le travailleur qui estimait être lié par un contrat de travail, contre 96 qui ont accepté de qualifier l'existence d'un contrat. Et quand on s'intéresse aux arrêts de la cour d'appel, on voit nettement deux choses. La première, c'est que à peu près à moitié-moitié, les arrêts de la cour d'appel confirment l'existence d'un contrat ou au contraire considèrent qu'il n'y a pas de contrat de travail. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour 12 d'entre elles, la cour d'appel a infirmé le tribunal du travail qui avait pourtant considéré qu'il devait y avoir un contrat de travail. Alors ça, ce n'est pas véritablement une spécificité polynésienne. Pas plus d'ailleurs que la manière dont les tribunaux apprécient le lien de subordination, puisque la mise en place d'un faisceau de critères est une œuvre construite au fil du temps par la Cour de cassation, qui est reprise par le tribunal du travail et par la Cour d'appel. Alors on fait appel effectivement aux conditions d'exécution du contrat. On cherche à savoir, notamment si les horaires ont été imposés, si le travailleur avait des outils qui lui avaient été fournis par son employeur, s'il travaillait au sein d'un service organisé. Donc ça, c'est des critères qui ont été de longue date définis par la jurisprudence de la Cour de cassation. On cherche également à s'intéresser à l'existence d'un contrat apparent. Y avait-il un contrat signé entre les parties? Ou au contraire, y avait-il une convention de prestation de services? Troisième critère, la rémunération. Est-ce que le travailleur percevait ce que l'on appelle un salaire, avec un bulletin de salaire, ou est-ce qu'au contraire, il délivrait une facturation selon des modalités notamment forfaitaires? Et enfin, le dernier critère qui a pu être analysé dans mes tableaux, c'est le critère lié à la nature de l'activité exercée. S'agissait-il d'une activité ponctuelle ou sur une durée plus longue? Et également les activités exercées dans le cadre de statuts spécifiques, le statut notamment des voyageurs représentants placiers, le statut des journalistes, dont une loi du pays très récente vient de confirmer l'application de la clause de conscience. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence que, comme en métropole, donc il n'y a pas de spécificité de ce point de vue, il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail. Par contre, ce qui effectivement est tout à fait spécifique à la Polynésie, c'est que les demandeurs ont beaucoup plus de difficultés à apporter cette preuve. Et il ressort de l'analyse des décisions une conclusion, c'est que cette difficulté provient très certainement de l'oralité, de la culture orale polynésienne, qui rend effectivement l'usage des écrits beaucoup moins évident pour les deux parties, que ce soit pour le salarié et pour l'employeur, et qui rend donc beaucoup plus difficile la preuve. Et d'ailleurs, dans les relations de travail, on peut également le constater, notamment au travers de la preuve en matière d'heures supplémentaires.
Il appartient aux salariés polynésiens d'apporter l'intégralité de la preuve, alors qu'en métropole, les règles sont lui sont un petit peu plus favorables aux salariés. Également, en matière de harcèlement, c'est aux salariés d'apporter l'intégralité de la preuve, alors qu'il existe une présomption dans le Code du travail métropolitain. Alors, comme solution pour faciliter finalement l'administration de la preuve, une loi du pays est actuellement en train d'être votée et va mettre en place une présomption de salariat. Cette présomption de salariat, le texte prévoit, et je le cite, « Toute personne occupée moyennant rémunération au service d'une entreprise ou d'une personne physique ou morale est présumée bénéficier d'un contrat de travail ». Bien sûr, cette présomption pourra être inversée par l'employeur qui pourra démontrer l'inexistence d'un contrat de travail. Alors cette solution, elle n'est pas spécifique à la Polynésie, puisqu'elle existe aussi en métropole. La spécificité, en réalité, elle se dévoile si on prend la peine de s'intéresser à la dimension anthropologique de la relation de travail. Cette dimension anthropologique, elle va m'amener à aborder la deuxième partie de ma présentation, les apports et les limites de mes recherches. Dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville énonce que lorsqu'on étudie un peuple, il faut s'intéresser à son état social, c'est-à-dire à sa géographie, à son climat, et cet état social est à son tour la cause première qui détermine les lois. Historiquement, la Polynésie, elle est dominée par le don et le contre-don. C'est le triptyque donner, recevoir, rendre, qui a été formidablement bien étudié par les anthropologues Marcel Mauss et Bronislaw Malinowski. Ce principe de prestation totale, il se manifeste par deux grands principes. Le don confère un honneur, un prestige. Il émane du don un mana. Et en contrepartie, il doit être absolument rendu. Et ce mana est source de richesse. En fait, la relation que les gens tissent entre eux est un lien d'âme. Et on le voit très très bien, notamment dans le Code de 1819, qui est consacré, alors Code de 1819, qui est un des tout premiers codes tahitiens, qui est donc très proche de l'ancienne manière de vivre des Polynésiens. Et dans ce Code de 1819, il est prévu un délit, le délit de fauteur de trouble. En tahitien, te tapu taurara, celui qui coupe la corde, celui qui se rend responsable de la rupture de l'accord. Et oui, l'engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement? C'est un accord de mettre son travail à disposition d'un employeur et qui nécessite une confiance du côté du salarié qui va travailler et qui sera payé qu'à l'échéance de sa prestation, habituellement en fin de mois, et du point de vue de l'employeur, la confiance que le travail qui va être exécuté le sera conformément aux attentes. Cette confiance, elle est indispensable dans la relation de travail et elle appelle une autre notion qui est très proche, c'est la coopération. Puisque la coopération, dans la relation de travail, permet de prendre en compte une dimension affective. En effet, la coopération, elle repose sur la gratitude. Et cette gratitude, elle fonde la réciprocité des échanges. C'est à partir de ce concept que les liens deviennent indéfectibles et durables. Et c'est ce que recherchent les entreprises, entretenir des liens de confiance durables. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus efficient. C'est-à-dire que l'on va chercher à profiter au maximum des ressources disponibles et on va les mettre en valeur plutôt que de chercher l'efficacité à court terme qui n'a qu'un seul objectif, c'est justement les objectifs qui ont été programmés. J'en arrive aux limites de ma recherche, puisque vous avez certainement constaté que les apports théoriques ont été volontairement subordonnés à l'analyse des cas pratiques. C'est d'ailleurs le sous-titre de ma thèse, analyse quantitative et qualitative de la jurisprudence sociale. Il est vrai que j'ai eu quelques difficultés
à me positionner par rapport à la controverse doctrinale relative à la théorie institutionnelle. Cette théorie institutionnelle veut que la part du statut est plus importante que la part du contrat. C'est la théorie développée par Georges Sell et par Paul Durand. Paul Durand qui considère que l'élément très important, c'est l'intégration du travailleur à une communauté de travailleurs. Il est vrai que adopter la théorie institutionnelle amène une multiplication éventuellement des statuts, avec un risque de retour des corporatismes. Pour autant, alors que d'autres auteurs, comme Gérard Lioncan, considèrent que la thèse institutionnelle n'a pas lieu d'être, puisqu'elle aurait tendance à atténuer l'acuité des luttes sociales, il me paraît quand même compliqué de considérer qu'en Polynésie, la relation de travail est une relation dans laquelle aucun intérêt commun n'existe. Certes, l'employeur a tout pouvoir. Il recrute, il peut licencier le salarié, mais de là à dire, comme l'a dit Guillaume-Henri Kamerlingh, que le salarié ne fait pas partie de l'entreprise et qu'il est simplement à son service, j'ai des doutes sur l'application de cette théorie en Polynésie en particulier. Finalement, j'accorde beaucoup d'importance à la situation polynésienne. On pourrait me le reprocher. Cela dit, dans le contexte de la montée des régionalismes, et la crise catalane en est une bonne preuve, je ne pense pas qu'on puisse trop me reprocher de m'être intéressé à la Polynésie française, dans laquelle je vis depuis 23 ans maintenant, et pour laquelle, en faisant cette recherche, j'ai décidé finalement de rendre ce que la Polynésie a pu me donner. Dans le triptyque, donner, rendre, recevoir. Les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. C'est le message que nous a légué Montesquieu et que je souhaite vous transmettre en conclusion. Je voudrais tout d'abord remercier un à un les membres de mon jury. J'observe que vous venez d'horizons très divers et c'est comme cela que j'ai conçu mes recherches dans la pluridisciplinarité. J'ai conscience que le droit est vivant et qu'il dépend de la jurisprudence et c'est pourquoi je suis très heureux d'avoir le président du tribunal du travail parmi nous et également d'avoir une spécialiste du droit pénal, un spécialiste des procédures civiles, un économiste et enfin un historien du droit, des idées, très fin connaisseur d'Alexis de Tocqueville, mais également grand spécialiste du droit de la santé, M. Antoine Leca. C'est pour moi un honneur de pouvoir être en face de vous ce matin et je vous remercie tous de votre attention. Merci beaucoup. Merci.